Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau podcast de Ring de Bell. Ce n'est pas Monsieur Chou qui est à mes côtés pour cette émission, mais une autre personne que je vais vous faire découvrir, Phrase. Ça va bien? Et enchanté, phrase pour vous servir. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu, nous dire c'est qui ton lutteur préféré, puis vers quelle époque que tu as commencé à écouter? Alors, donc si je me souviens bien, j'ai commencé par écouter le catch en 1986. Ça fait longtemps quand même. Ah oui, ça fait très longtemps. Et ma superstar préférée, c'était pas Hogan, mais son concurrent, si on peut dire, le grand et sémillant Macho Man. Randy Savage. Eh oui, avec son valet Elisabeth. Mais tu dois être déçu qu'il n'ait pas encore intronisé au temps de la renommée. Oh, ça va venir, je pense. Bob Backlund y est, donc voilà mon deuxième lutteur préféré. Il y est, lui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est premièrement parler d'un événement qui est arrivé en 1995, qui est un peu inattendu, je pourrais dire. Les plans avaient été chamboulés là, hein, à l'époque d'Ineos. Oui, à cause d'une attaque à la sortie d'un bar pour Shawn Michaels. Et tiens donc, Shawn Michael. Que faisait-il dans un bar, ce monsieur? Ben, premièrement, il voyageait avec le One Two Three Kid et le British Bulldog, puis il a décidé de rester à Syracuse pour la nuit avant de se rendre dans la ville d'Utica où il y avait le show suivant. Puis après s'être installé à l'hôtel, ils ont rencontré un groupe de personnes dans le lobby, puis il leur a demandé où ils pourraient s'amuser. Eux autres, ce qu'ils ont répondu, c'est suivez-nous, on va vous montrer. Sean y admet que c'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, mais quand t'as soif, j'imagine. Oui, puis quand tu veux t'amuser, hein. Oui, exactement. Puis ils sont arrivés dans un petit bar, puis à l'intérieur, tout le monde les reconnaissait. Fait que, automatiquement, ça a attiré l'attention de beaucoup de personnes, surtout des femmes. Ah oui, et puis j'imagine sur quel catcheur elle devait se retourner. Probablement le British Bulldog. Oh, sûrement oui. Vu là, toute l'attention que Sean avait, c'est sûr qu'il y a des gars qui aimaient pas ça. Au final, il se souvient pas de ce qui s'est passé. Tout ce qu'il se souvient, c'est de s'être réveillé à l'hôpital avec une coupure sous l'œil et une commotion cérébrale. Ah, il avait trop bu. Mais non, d'après ce qu'on leur a raconté, il y a quelqu'un qui l'a insulté en le traitant de plein de pip. Puis Sean il a décidé de garder son calme, ce qui est quand même surprenant en sachant sa façon d'agir aux alentours de 1995. Puis il a décidé de sortir dehors pour attendre le Bulldog et le One Two Three Kid. Mais en sortant, il a vu qu'il y avait des personnes qui se sont mis à le suivre, puis il n'a pas réussi à monter dans son véhicule avant de se faire attaquer. Ah oui, bah lui qui aime bien attirer l'attention, voilà, Il a réussi son coup. il a réussi son coup, hein. Là, il précise dans son livre qu'il ne sait pas combien de personnes l'ont attaqué, ni comment il s'est retrouvé à l'hôpital. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il était apparemment retourné à l'hôtel, puis il était dans la chambre en face de celle de Sonny et Skip. Ah, c'est un coup monté, ça. Oh, ben, c'est étrange que s'il était aussi magané qu'il prétend, qu'il se soit retourné tout seul sans le One Two Three Kid et le British Bulldog. Ah, il y a une grande zone d'ombre là, hein. Ça reste encore un mystère après presque 20 ans, mais apparemment, son réveil, Sonny était couché à côté de lui sur une civière. Ah, quel hasard. Ouais, surtout d'après ce qu'on sait, il y aurait eu des aventures entre eux. Donc, quelques jours plus tard, il a demandé au Bulldog et au One True Kid ce qui s'était passé, parce qu'il pensait, lui, que les trois s'étaient battus, mais il s'est rendu compte que les deux autres, il n'y avait pas la moindre écorchure sur eux. Ah, ils ont dû regarder, à mon avis. Regardez où il était trop occupé dans le bar, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux, il y avait des versions différentes du déroulement des événements. Puis il se demandait, Sean s'est demandé si c'était parce qu'il était pas avec eux ou c'est parce qu'il était trop sous pour s'en souvenir. Ah, les deux, mon capitaine, peut-être. Peut-être un mélange des deux, mais ça n'a pas fait plaisir à Diesel et Razor Ramon par contre. Et j'imagine que Vince McMahon non plus. Non, lui non plus, parce que premièrement, Nash et Hall, il était en tournée en Europe, puis il était furieux après le Kid et le Bulldog parce qu'ils disent que si c'était eux qui étaient avec lui, ça serait jamais produit. Puis Vince, lui, apparemment, il était pas content, mais d'après Sean, c'était plus de l'inquiétude que de la colère. Ah oui, c'est vrai que c'était la tête d'affiche. Perdre Shawn Michael comme ça avant un pay-per-view, c'est bizarre, hein. Oui, mais c'est un dur coup, ça oblige un peu à se réaligner pour les événements, surtout que la carte était peut-être une, 2 semaines de distance, donc c'est pas beaucoup pour se retourner puis préparer d'autres choses. Ouais. Donc, vu l'état, Vince, il a pas vu lutter Sean. Puis Sean, il comprenait pas trop pourquoi, parce que même plusieurs autres personnes trouvaient qu'il avait l'air en mauvais état, pendant que lui, il se trouvait qu'il avait juste mal, qu'il se sentait pas affecté parce qu'il se souvenait de rien, puis il était aussi habitué aux coups
à cause de son métier. Là, a priori, les coups étaient un peu trop puissants. Ben, tout dépendamment de ce qu'ils lui ont fait. S'il y a vraiment une commotion, c'est parce qu'ils ont surtout visé la tête, puis ils ont probablement utilisé des armes, peut-être. Je vais juste supposer. Là, normalement, il aurait dû affronter Dean Douglas à Ignoras, ce qui se passait en octobre à Winnipeg. Mais comme il n'a pas pu lutter, la décision a été prise qu'il remettrait par forfait le titre intercontinental. Puis ensuite, pour que les fans aient droit à un combat, celui qui faisait le président à l'époque, ce qui était un peu l'ancêtre du GM d'aujourd'hui, Gorilla Monsoon a obligé Douglas à défendre la ceinture le même sort contre Razor Ramon. Et donc, amorcer une chute qui était déjà bien commencée finalement. La ceinture n'a pas resté dans les mains de Douglas très longtemps, À 11 minutes. ce qui est quand même très court. Même pas eu le temps de le mettre à sa taille. Non, exactement. Puis comme tu t'en doutes, les rumeurs sont portées sur un certain groupe pour dire que c'était de leur faute si Douglas avait perdu la ceinture aussi rapidement. Ah, la fameuse clique. Oui, qui était composé de Shawn Michaels, Diesel, Razor Ramon, Lowen Kid et aussi un certain Triple H. Eh oui, Triple H, qui est un survivant d'ailleurs. Oui, le dernier membre restant. Parlant de Triple H, il aurait même essayé d'aider Douglas au lieu de l'unir en proposant des histoires pour les rivalités, mais apparemment, il n'y avait rien qui fonctionnait. Non, a priori, Monsieur Douglas est toujours très exigeant Oui, ben, tu parles de sa réputation ou de sa réputation, tout à fait, oui. parce qu'apparemment, il y aurait eu un certain contact avec des sites de nouvelles pour que ceux-ci le fassent paraître plus important qu'il est en réalité pour qu'il vende ses mérites. Ça a toujours été une grande gueule, lui, quand même. Oui, ben c'est ce qu'on raconte surtout. Apparemment, la décision, c'est que c'était la compagnie qui aurait décidé de le faire perdre et pas la clique. Puis que ça aurait été décidé parce qu'il avait fait un combat avec le One Two Three Kid. Puis en revenant, le One Two Three Kid, il avait dit qu'il était pas bon puis il n'y avait rien à faire. Puis à l'époque, apparemment, le Kid servait de baromètre pour décider si quelqu'un était bon ou pas. Ah oui, c'était un peu le punching ball de test. Oui, ça on peut dire. Puis au final, ça a mis pratiquement fin aussitôt parce qu'il avait commencé, je pense, à l'été 95 puis il était parti avant la fin de l'année. Moi, j'avoue franchement que je donnerais raison à Sean Douglas. Parce que visiblement, même Bam Bam Bigelow a eu des soucis avec la clique. Il y avait pas mal de gens à l'époque, Lafitte, Bob Holly aussi en parle dans son livre qu'il avait des problèmes. Bob Holly, oui, tout à fait, oui. Donc effectivement, c'est peut-être une décision de la direction, mais à mon avis un peu influencée. Ça, ce n'est que mon opinion. Avec autant de personnes qui parlent des ajustements de la clique, c'est quand même impressionnant qu'il n'y aurait rien à voir dans absolument aucune décision. Enfin ça reste à voir. Mais au final, Vince va quand même avoir réussi à se retourner de côté en utilisant la blessure pour dans l'histoire avec Owen Hart. Et de façon très intelligente en plus. Oui, est-ce que tu veux expliquer un peu ce qui s'était passé? Disons que justement, on va en parler sur les Survivor Series. Ça s'était passé où Shawn Michaels avait reçu un enziguri de Owen Hart. Ça avait commencé là, il me semble. Et suite à ça, le Shawn Michaels s'était écroulé de quelques shows plus tard. Oui, Et ben, ce qui s'était passé, c'était à Raw qu'il avait fait le Enziguri, puis il était tombé environ 30 secondes après avoir reçu le coup. donc, en fait, Owen Hart s'est attribué justement le mérite d'avoir éliminé Shawn Michaels. Donc, ça fait une storyline avec Owen Hart se vantant justement de ça. Et Shawn Michaels qui revient, et donc un combat mémorable en plus. Puis oui, puis de son côté, Shawn Michaels avait pu prendre un repos jusqu'au Royal Rumble pour faire un retour victorieux qui va l'avoir amené finalement jusqu'à WrestleMania où il a gagné son premier titre du monde. Exact. Donc on peut dire que la blessure va avoir eu quand même du bon parce que les gens ont eu plus de sympathie envers Shawn. Exactement, oui. Mais en fait, en plus, je me demande, Shawn Michaels, c'est pas la première fois qu'il s'est fait retirer un titre comme ça, sans avoir combattu. Est-ce que tu parlerais de la fameuse suspension qu'il y avait eu Exactement, oui. où on s'était retrouvé avec deux ceintures intercontinentales en même temps? Qui avait donné une autre bonne storyline avec Razor Ramon. Oui, ben justement, pour expliquer rapidement, l'histoire, c'est que il avait été suspendu pour, je pense, c'était des stéroïdes. Puis, vu qu'il était champion à l'époque, il y avait eu un combat qui avait été organisé pour déterminer un nouveau champion intercontinental. Puis à son retour, Shawn, vu qu'il n'avait pas perdu lui-même la ceinture, il disait qu'il était encore le champion.
Donc, on voyait 2 ceintures intercontinentales en même temps, puis le tout est mené au combat de WrestleMania 10. C'est la raison pour laquelle il y avait 2 ceintures d'accrochées au sommet. Et le grand match de l'échelle. Donc, Donc oui, voilà. Donc sur cette storyline avec Owen Hart, franchement, c'était très très bien mené. Et Survivor Series, c'était le wild card. Ça a été très très bien mené justement sur ça, puisqu'on avait Owen Hart, Yokozuna qui fait le splash. Donc d'autres mouvements qui avaient été faits. Je crois qu'il avait aussi subi le Razor Edge et un powerbomb de Sid. Donc tout ça pour encore plus montrer la blessure de Shawn Michaels. Que là, il faut quand même parler du Dean Douglas. Parce que dans le coup, finalement, il s'en est très mal sorti. oui, ben, il était placé en équipe avec des alliés avec Owen Hart et Yokozuna, mais il était aussi placé dans la même équipe que son ennemi de l'époque, Razor Ramon. Razor Ramon, tout à C'est à fait. cause de ça, justement, qu'il est éliminé. Son partenaire l'a frappé, ce qui l'a distrait et qui lui a fait perdre la concentration pour les épaules au compte de 3. Pour lui, après, ça a été même une non-participation à Ignoros. Donc où il était censé être blessé, mais en fait, il est jamais revenu. On l'a jamais revu ensuite. C'était un autre départ mystérieux, jamais vraiment expliqué par la compagnie, pour camoufler probablement le renvoi. Et pourtant, c'est vrai qu'il avait été amené à grand renfort de promo. Le Dean Douglas, on sentait qu'il mettait de l'espoir dessus au départ. Oui, ben, il y avait eu beaucoup de vignettes où on le voyait dans sa salle de classe. Ah, et puis ce bruit de craie. T'en souviens-tu? Ouais, c'est difficile à oublier. Moi, j'ai trouvé ça dommage parce que ça m'intéressait, même si j'étais pas à l'époque un fanatique de l'école. C'était justement le but de faire de ça parce qu'il était relié à l'école, donc c'est un heal automatique. Oui, le prof arrogant, celui qui connaît tout, qui sait tout, Exactement. c'était assez efficace, je trouve. Avec Jeff Jarrett, je trouve que c'était deux gimmicks de heel qui étaient très efficaces à l'époque. Oui, exactement. Les gars qu'on aime à détester. C'est ça que il manque un peu aujourd'hui. C'est plus on déteste parce qu'on déteste ou on aime parce qu'on aime. On n'a plus vraiment de j'aime détester cette personne-là. Oui, même à la rigueur, il n'y a pas de sentiment sur certains. Et puis les heel turns, les face turns se font aller d'un mois sur l'autre. C'est difficile à suivre, je trouve. Le meilleur exemple présentement, c'est Demise. Ah oui, de mise, oui. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans les 3 dernières semaines, on l'a vu en équipe avec Kofi Kingston. Ça s'est mal tourné, ils se sont chicanés, ils sont affrontés. Après ça, ils se sont repardonnés aussi vite, puis ils se sont rechicanés aussi vite. Donc, on peut dire qu'en l'espace de 3 semaines, il y a eu 4 turns pour Demise. Ouais, tandis qu'un Jeff Jarrett est resté heel à vie, pratiquement, à la WWF. Je pense que je me souviens pas d'un fast turn pour Jeff Jarrett. Non, non, il n'y a pas eu de face turn. Donc c'est vrai que quand on voit des face turns, des heel turns tous les 2 mois, Ça n'a aucun impact. ouais, tout à fait, aucun impact. Par contre, si on s'attend le bon moment, comme avec Hulk Hogan par exemple, qui a attendu plus que quoi, 15 ans presque, Oui, ça a eu énormément d'impact. là ça a eu de l'impact parce que les gens s'attendaient plus à voir ça. Et c'était l'idée vraiment bien menée. C'est comme un jour, si on voit John Cena en heel, je pense que ça sera une excellente idée. Pour la télévision, ça serait une bonne idée, mais vu que c'est la mine d'or pour la marchandise, ça me surprendrait que ce soit un heel turn qu'on voit bientôt avec lui. Oh oui, à moins qu'un nouveau Cena naisse, un nouveau Macho Oui, Man. faudrait y penser parce que justement, John Cena, ça fait quand même plusieurs années qu'il est au sommet. Ce ne sera pas éternel. Un jour, il va avoir envie de prendre sa retraite, c'est évident. Il faut penser à préparer le futur pour pas arriver encore dans une situation où ils vont tellement avoir les yeux seulement sur une personne qu'aussitôt qu'il va arriver un petit problème, ils n'auront rien pour retomber sur leurs pattes. Oh, il y aura toujours Orton, mais bon, après une petite sieste, c'est dur de regarder Orton. Oui, mais justement, Orton, il est pas au même niveau que John Cena peut l'être. Oh non. On a fait souvent un procès à John Cena d'avoir que 5 mouvements, mais je dirais que c'est plus Orton. Oui, mais si tu penses aux dernières peut-être 20, 25 ans, 30 ans même, le visage numéro 1 de la compagnie n'a jamais eu beaucoup de prises. Hulk Hogan, il n'était pas reconnu pour avoir un grand nombre de prises, mais il a quand même été le visage numéro 1 de la compagnie. Mhm. C'est après ça, on peut penser à Steve Austin, une fois qu'il est devenu le visage numéro 1 de la compagnie, il n'y avait pas un grand nombre de prises lui non plus. Mais ils étaient intenses. Oui, justement, il y avait d'autres choses pour compenser, mais aussi je me demande, parce qu'on sait que Steve Austin était quand même capable de plus, il l'avait prouvé dans le passé, est-ce que le fait d'avoir moins de prises
c'est délibérément pour éviter le plus possible des blessures à la plus grande vedette de la compagnie. Ah, ça, c'est un autre débat Pour une autre fois. pour une autre fois, tout à fait. Donc, sur Dean Douglas, je pense que, de toute façon, c'est vrai qu'au niveau du catcher, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est vrai que le personnage était très très bien, mais au niveau du in-ring, c'était pas terrible. Même Alice W, j'ai pas accroché. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu vraiment la chance de la connaître à la ECW parce qu'au Canada, c'est arrivé seulement en 1999. Donc, ce que j'ai connu de lui, c'était surtout son passage à la WWE et à la WCW. Qui était pas terrible non plus d'ailleurs. Non, c'était pas mémorable non plus. Mais est-ce que tu te souviens que Dean Douglas a fait un passage à la WWE en 1990 ou 1991? Oh oui, Euh, je me souviens d'un Royal Rumble avec lui. C'était le pli blondinet de l'époque. Il était sous le nom de Shane Douglas à l'époque. Shane Douglas, oui. Il avait pas trop marqué. Et il a pas trop duré. Non plus, c'était un peu comme le premier passage de Dustin. Ah oui, Vers la même période, il n'avait pas fait long feu non plus. non, tout à fait, oui. Il a eu plus de succès par équipe à la WCW. Je crois que c'était les Dynamic Dudes avec John Laurinaitis. Donc là, oui, effectivement, il a eu un peu de succès. Il s'est construit un peu une réputation. C'est probablement cette réputation-là justement qui a fait qu'il a pu revenir par la suite à la WWE sous le personnage de Goldust. Oui, tout à fait. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est un peu d'actualité parce que le pay-per-view vient juste de se passer, les Survivor Series. Et l'as-tu vu? Pas Non. encore? Non. Ah, bah, disons que t'as pas loupé grand-chose. C'était un joli pay-per-view qui aurait fait un pay-per-view normal. Donc 2 matchs par élimination et le reste que des matchs. Donc on en vient vraiment à ce qu'on va dire, c'est l'évolution des Survivor Series ces derniers temps. Oui, mais justement, je t'en parlais un peu avant qu'on entre en onde. C'est que à l'époque, il y avait seulement 4 pay-per-view par année, mais ils pensaient quand même à faire le pay-per-view à thème. C'était pratiquement une tradition. Il ne fallait pas faire exception à la règle. C'était élimination, élimination, élimination. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait que c'est plus laissé de côté, même s'il y a 12 pay-per-view par année, puis qu'ils pourraient quand même prendre un seul pay-per-view pour garder le thème vivant, pour donner quelque chose de différent qu'on ne voit pas dans les 11 autres pay-per-view. Exactement, qui changerait et qui aurait le mérite en plus de lancer plusieurs feuds. Ça pourrait donner un intérêt plus pour les fans aussi de voir le pay-per-view, contrairement à avoir du réchauffant encore. Oui, tout à fait. Et au moins se dire qu'on regarde un Survivor Series pour voir effectivement des matchs par élimination. C'est le but des Survivor Series de vouloir regarder des combos élimination. Exact. Après, je suis pas contre pour regarder un match simple, surtout des matchs où on définit les titres. Non, moi non plus, ça me dérange pas d'avoir un ou deux tant que la majorité des combats soient justement les combats des survivants. Tout à fait, oui. Parce que moi, c'est vrai que j'ai regardé la plupart des Survivor Series et je prends quand même plus de plaisir à regarder les premiers. Ben, t'es pas le seul, moi aussi. Je dirais jusqu'en 1997 environ, là, je trouve que c'était la meilleure époque, là, 86 à 97. Exactement. Le premier d'ailleurs en 1987, on avait 4 matchs. C'était 4 matchs par élimination. C'était des longs combats aussi. Des très très longs combats. Ça pouvait durer en moyenne, alors le plus petit c'était entre 20 minutes et 37 minutes. Maintenant, voir des matchs de 37 minutes, ça devient rare. Oui, ben justement, aujourd'hui, un combat qui pourrait être considéré comme long, ça serait quoi, environ 15-20 minutes aujourd'hui? Oui, tout à fait. À part les matchs à stipulation où ça dure 1 heure, le Iron Match. Mais sinon, ou les Elimination Chamber qui durent assez longtemps aussi. Quoique de moins en moins. Mais pour parler des premiers Survivor Series, toi, est-ce que ça te dérangeait pas qu'il y avait un combat qui était 10 contre 10, mais que s'il y avait une élimination, c'était aussi le partenaire qui était éliminé? Ah, ça, tout à fait. Et je dirais même que c'est même... là, on parle Les combats par de... équipe, il y avait 5 équipes contre 5 équipes. Voilà. Il y en avait en 1988 qui avait duré 42 minutes. Donc c'est pareil, c'était les équipes, le coéquipier qui se faisait éliminer, ben, c'était toute l'équipe. Et c'était vraiment un très très bon match. C'était dynamique.
Bon, il y avait quelques problèmes pour le public pour voir le ring parce que ils étaient tous autour du ring, c'était Ouais, 20 difficile. personnes qui entourent le ring, c'est beaucoup. Oui, voilà, tout à fait, oui. Mais ça, moi, ça me décevait un peu justement de voir, par exemple, si on parle des frères Rougeau, par exemple, si Raymond se faisait vaincre, Jacques devait partir aussi, j'aurais aimé ça que Jacques ait pu rester pour continuer le combat. Oui, tout à fait. Mais là, c'était 1 heure et demie là. Oui, ça, en même temps, je comprends que le combat aurait duré beaucoup trop longtemps pour cette diffusion. Non, et puis c'est vrai que les Rougeaux, ils ont quand même un peu abusé, hein. Ils les ont pas fait trop durer, à mon grand malheur. C'était toujours court, eux, quand ils faisaient des apparitions sur pay-per-view. Ouais, oui, Pourtant, il y avait du talent. il y avait du Là, talent, ouais. je le dis pas seulement parce que je suis québécois et qu'il était aussi, mais c'était quand même une des équipes qui était sous-estimée à l'époque. Oui. Bah, d'ailleurs, quand moi j'ai débuté en 86, le premier match que j'ai vu, c'était les Rougeaux contre des Jobbers, je crois, un truc comme ça. Ils étaient face encore. Mais est-ce que tu savais que les Rougeaux avaient déjà gagné ceinture par équipe? Ah non. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient gagné au Forum de Montréal, dans un hors show, mais ensuite la direction avait comme décidé de changer d'idée, puis de redonner la ceinture aux anciens champions et faire comme si ça s'était jamais passé. Ah oui, d'accord. Dans le fond, c'est un peu comme la situation avec les Rockers contre la Hart Foundation à Saturday Night Main Event, Ah oui, ça je m'en où, souviens, oui. où les Rockers avaient gagné et les ceintures avaient été remises à la Hart Foundation. Donc sans vraiment donner d'explication finalement. Exactement. Ben là, la raison officielle hors honte, c'était que Jim Neidhart avait plus de contrat, mais après le combat, il avait décidé de re-signer. Donc la compagnie a redonné la ceinture à l'équipe qui voulait avoir comme champion. Oui. Ah. Enfin, dommage pour les Rougeaux, hein. Ouais, Heureusement, on a eu les commentaires de Raymond derrière et on a eu la police montée derrière. exactement, avec les Québécois qui ont suivi par la suite. Exactement, ouais. Donc on aura toujours des Québécois à ton grand plaisir. Ben là, présentement, vous avez quand même un représentant. Ah oui, oui, tout à fait. Le Davéry des temps modernes, oui, ça c'est. J'avoue que je suis très impressionné. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, si on revient sur le Survivor Series, c'est vrai que je trouve que les premiers matchs, par exemple le premier, était très bien foutu. Parce qu'en fait, on avait donc 4 matchs et toutes les divisions étaient présentes. Le premier, donc, c'était la ceinture intercontinentale, donc la feud entre Honky Tonk Man et Macho Man. Mhm. La deuxième, c'était un match féminin, pas désagréable en plus. Là, on avait vraiment des lutteuses de métier. Ensuite, on a eu donc le match par équipe, avec la division par équipe qui était très bien représentée à l'époque. Donc tout était mis en valeur. Et Oui, puis effectivement, le ça dernier, dépend. c'est Vas-y, continue, je vais le dire après. voilà, le dernier c'était Hogan, donc contre André le Géant, c'était vraiment la feud du moment. Alors je disais, oui, vas-y. Alors, Euh, je- le fait que, justement, on pouvait avoir autant d'équipes en même temps, ça fait quand même mal à penser qu'aujourd'hui, on a de la difficulté à avoir trois ou quatre équipes en même temps. oui, c'est ça. Et puis en plus, c'était bien mis en valeur. Tout était mis en valeur. Oui, justement, la division par équipe, il y a quand même des possibilités qu'on peut pas retrouver en solo, mais la compagnie, présentement, n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt, même s'il y a des rumeurs qui disent qu'en 2014, ça va remonter. Ça fait des années que j'en entends parler, donc je crois pas trop. Ah oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je trouve ça dommage parce qu'à l'époque, je te demande de nommer des équipes des années 80, tu peux m'en nommer facilement 8, 9. Oh oui. Parce que je te demande de nommer des vraies équipes, pas de personnes qui ont été mises ensemble pour un mois ou deux. Pour les années 2000, tu vas avoir plus de difficultés à m'en nommer autant. Oh, la résistance? Non, mauvais exemple. Mais ça compte quand même comme une équipe. Tout à fait, oui. Ouais, mais- Non, c'est vrai qu'il y a une grosse évolution là-dessus. Et c'est vrai que les Survivor Series, ça permettait ça. Mais là, bon, c'est vrai que ça a été un petit peu abandonné. C'est vrai que 87, 88, au moins jusqu'à 92, parce que 92, ça s'était un peu abandonné. On a eu vraiment beaucoup de matchs par équipe et c'est vrai que c'est super divertissant à voir. C'était une belle époque, surtout qu'ils ont pu sortir un DVD uniquement sur les divisions par équipe. C'est quand même une preuve que ça a eu un impact sur la compagnie à l'époque. Oui, tout à fait. Mais bon, là, c'est vrai que historiquement, le premier match qu'on a eu en simple, hein, c'était l'Undertaker contre Hogan, il me Oui, semble. exactement. En 1991. Tout à fait. Sinon, on avait eu que des matchs par élimination jusqu'à présent.
Et donc finalement, ce principe-là, malheureusement, a été repris, les matchs en simple. Oui, un peu trop souvent. Comme je disais, j'ai rien contre un ou deux combats pour la soirée si c'est des combats importants. Mais si justement on parle d'abus, comme on a eu par exemple en 98 où c'était uniquement un tournoi pour le titre de la WWF, là je trouve que c'est un peu dommage. Le tournoi au pire aurait pu commencer pendant les Raw Oui, et Sunday Night Heat qu'il y avait à l'époque pour arriver à la grande finale au Survivor Series avec d'autres combos éliminatoires, mais uniquement un tournoi, bien sûr. ça m'a un peu déçu. Ça aurait pu être même placé sur les In Your House. Oui, Ils avaient cette fois-ci mis un pay-per-view par mois et ça aurait pu avoir sa place et ça aurait dû avoir sa place. parce que déjà, on n'a pas besoin d'arguments supplémentaires pour vendre les Survivor Series. Bien sûr. Ça aurait pu justement utiliser dans un ignorance en disant il va y avoir un tournoi, un nouveau champion va être nommé, manquez pas ça. Ça aurait peut-être augmenté un peu les ventes de ce ignorance-là. Oui, surtout que là, il y avait tromperie sur la marchandise. Ça n'avait rien d'un Survivor série. Non, pas du tout. Ça aurait pu très bien passer pour n'importe quelle autre soirée, même de télévision, pas de pay-per-view. Oui, c'est vrai que c'était un peu décevant. Alors peut-être qu'ils ont voulu enfin, un peu barrer l'image de 1997. On sait ce qui s'était passé. T'es bien placé pour en parler. Oui, mais en même temps, même si on dit ça, le Survivor Series 1998 c'est quand même tourné sur une sorte de screwjob. Oui, tout à Donc fait. si le but c'était de le faire oublier, ça n'a pas réussi. Oui, c'est vrai que là, c'était Mankind. Mais là, ça faisait un peu plus storyline que là que Shawn Michael et Bret Hart. Oui. Mm. Ouais, parce que Brett, c'était passé d'autres choses qu'on peut montrer pendant le pay-per-view. Notamment, Brett qui fait le signe WCW avec son doigt dans les airs, Mm, mm. ou quand il détruisait les moniteurs. Exactement. Et cette scène du crachat sur Vince McMahon. Oui, ça avait fait la télévision, par exemple. Exactement. Il vise bien. Il vise bien, oui, tout à fait. Quand Canadien fâché, attention, hein. Oui, on reste poli longtemps, mais une fois que la patience est dépassée. Exactement, oui. Mais c'était quand même étrange aussi toute l'histoire qui s'était passée. Déjà, l'arbitre qui s'enfuit après avoir arrêté un combat au lieu de remettre la ceinture, déjà là, ça faisait quand même étrange. Ah oui, non, là, c'est sûr. Alors, par contre, Survivor Series, il y a quelque chose que j'aimais bien aussi, c'est Oui. qu'on a eu des nouvelles têtes, des débuts assez fracassants. Oui, ben déjà, la première fois qu'on a eu un début, je pense que c'était en 1990. Mhm, Une certaine personne dont on entend encore parler beaucoup aujourd'hui, tout à fait. mais qui n'avait pas le même gérant qu'on est surtout habitué à connaître. Oui, vas-y, Et t'as vas-y. envie de, non, t'as envie de le dire. Ah, Ben, une j'hésite. personne, j'ai un Tu... autre indice, une personne qui n'avait pas le même nom complet qu'aujourd'hui. Ah, je crois que tu parles du Globe Lady Gooker. Non, pas Presque. tout à fait. Non, presque. Personne n'a oublié cette naissance. Non, c'est oiseau exotique, dansant, bizarre. Oui, c'était une dinde, non, peut-être? Thanksgiving, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Moi, je sais pas moi non plus, mais c'est vu que c'était diffusé à l'époque du Thanksgiving, probablement que c'était. Ah oui, donc on a toujours cru que c'était un poulet, mais en fait c'était une dinde. Ouais, probablement. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose à manger, hein. Pour en revenir. Non, il était assez mince. Oui, oui. Mais pour en revenir au début dont tu parlais, c'était une personne qui avait comme prénom le nom qu'elle allait donner à celui de son frère 8 ans plus tard. Oui, oui, tout à fait. Le monsieur qui a Ah, été brûlé, là. Kane. oui, oui, avant il s'appelait Kane the Undertaker. Exactement. Avec comme gérant un évangéliste. Ah oui, Monsieur Lamour. Brother Love. Brother Love. Oui. Ouais, c'est... on Mais l'a pas vu longtemps avec l'Undertaker, lui, hein. non, ça a duré quelques mois avant que Paul Bearer arrive. Mais pour en revenir à l'Undertaker, est-ce que tu trouves que son premier Tombstone, il était quand même assez dangereux? Je trouve qu'il avait l'air trop bas. Ah oui, À Coco Beware, je pense. ah, bah, c'est Coco Beware hein, aussi, hein. Il est un peu bas, Oui. Coco Beware, je dirais. J'étais un peu inquiet pour la nuque la première fois que j'ai vu le pay-per-view. Ah, c'était très Oui. impressionnant, hein. C'est un peu comme le pedigree de Triple H. C'est très impressionnant quand on le Oui, voit. ben, est-ce que par là, t'es pas est-ce que tu l'avais vu lorsqu'il avait manqué son pedigree sur un jobber?
Oui, oui, oui. Ah, c'est quelque chose, hein. J'en ai Oui, mal ben là. je pense que le Jabba s'attendait à faire quelque chose comme le Pearl River Plunge ou quelque chose comme ça. Puis il y avait probablement qu'il ne se souvenait pas que la prise du pédigré c'était un tombé en plein visage. Oui, ça a été très impressionnant. Mais c'est vrai que l'Undertaker, les débuts ont été très impressionnants. Et sans artifice, sans tous ces jeux de lumière, sans l'entrée de 2 heures. Non, à l'époque, on n'avait pas besoin de tout ça pour impressionner. On pouvait voir le visage des fans, la réaction qu'il y avait, puis ils étaient tous bouche bée, ils étaient tout impressionnés seulement par sa présence. Ça me fait toujours rire ces petites têtes blondes là qui voyaient l'Undertaker arriver. On voyait l'inquiétude. Imagine si à l'époque il était arrivé avec les flammes qui sortaient du sol, avec les lumières qui baissaient, les éclairs au toit de l'aréna. Oh bah, là, à mon avis, il y en a qui pleuraient là, hein, si Il y en c'était a qui ça. auraient eu besoin de Mm. couches. Oh oui, et pas que des jeunes, hein. Non. Mais aussi pour 90, une chose que j'ai aimé, c'est quelque chose qu'on n'a jamais revu par la suite, c'était un combat des survivants des survivants. Oui, 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 oui. Et ça donnait quoi comme vainqueur? C'était Hogan et le Warrior qui avaient réussi à gagner la finale, puis c'était un combat handicap 3 contre 5, si je me souviens bien. Exactement, parce que c'était la première fois qu'une équipe était qualifiée entièrement, les visionnaires. Et donc, effectivement, il y avait que 3 faces qui s'étaient qualifiés. Il y avait Tito Santana. Bon, on se doutait qu'il allait pas durer longtemps. Mais Hogan et Warrior, c'était la cavalerie Oui, ben, il y incarnée. avait eu une longue année ensemble l'un contre l'autre. Ils s'étaient affrontés au WrestleMania Mm, quelques mm. mois avant. Et donc, surtout, ce qui était important, c'est que là, on avait 6 matchs par élimination. Un record quand même. Oui, plus que d'habitude aussi. Oui, mais les Et combats étaient c'était un un peu peu plus plus courts court. aussi. Et ils avaient réussi à caser le Google Eddie Gooker, mon idole. Il y avait même réussi à faire danser Mean Gene aussi. Ah oui, ouais. Sacré pas de danse. Mais malgré cette pause-là qu'on pourrait dire de Gobbledygooker, pour moi, c'est un de mes Survivor Series préférés. Ouais. Surtout quand on est fan de Hogan, de Warrior, c'était un pay-per-view qui devait être très efficace. Oui, ben moi j'aimais surtout cette époque-là avec les personnages qui étaient pratiquement sortis d'une bande dessinée, je pourrais dire. Ah, les fameuses gimmicks d'époque, oui. Et surtout, il y avait ce segment guerre du Golfe, avec le sergent Slaughter. Oui, ben il y avait même eu des menaces de mort. Oh oui, C'était puissant, là. Les gens se rendaient pas compte que c'était seulement un personnage. c'est quand même risqué de s'affronter avec le patriotisme des Américains. Ils prennent ça très au sérieux. Oh oui. N'ayez pas peur, on avait beau leur dire, mais bon, la résistance, ils ont pas aimé. Non, mais apparemment, c'était fait vandaliser leur auto de location au début. Ouais. Enfin bon, c'est vrai que 90, ça reste un des pay-per-view Survivor Series préférés pour moi aussi. Alors maintenant, on va parler de suite 92, parce que ça a été quand même une petite révolution. Ouh. Ouais, mais pas dans le bon sens, par contre. Pas dans le bon sens. Un match par élimination. Puis même là, c'était par équipe, je pense. C'était si un membre de, par exemple, les Natural Disasters, si un des deux est éliminé, c'était toute son équipe qui était éliminée. Exactement. Mais bon, en plus, c'était toutes des équipes, hein. Tout le monde se souvient des Nasty Boys. Oui, non, je ne sais pas. Mhm. Oh oui, on s'en souvient. Et les Beverly Brothers en main event quand même. Il était dans le main event. C'était le main event. Tout à fait. Ah, ça, je m'en rappelais pas, par contre. C'était vraiment le dernier match. Je pensais que c'était la semi-finale dans mes souvenirs. Ah, il l'avait mis en deuxième. C'était pas le Shawn Michaels contre Bret Hart, le dernier combat? Non, non, c'était le dernier. Il y avait une prise de risque. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau des matchs simples, on a eu Bret Hart, Shawn Michaels. Et le match par équipe, c'était la Perfect Team contre. C'était le début de la feud entre Perfect et Ric Flair. Quelque chose de très intéressant. Ouais, tranquillement, ce qu'elle allait mener au premier Raw avec le combat entre Mr. Perfect et Ric Flair. Voilà, tout à fait. Bon, c'est vrai que si on a ce genre de match-là, on peut dire qu'on peut tolérer. Mais d'un autre côté, on avait un Nels contre le Big Boss Man. C'est un excellent match d'ailleurs, si je peux le dire. Ça rentre pas vraiment dans les souvenirs. Yokozuna qui bat Virgile. C'est tout ça. Encore là, c'était plus un combat qui aurait pu passer à Superstars. Eric Martel qui vole la plume de Tatanka. Ça aussi, c'était tout un truc. C'était un peu mieux que ce que tu viens de nommer, mais Mais c'est vrai que c'était un peu faible pour un Survivor Series oui. 92. Il y avait eu un combat du cercueil aussi, je pense. Oui, contre Kamala.
Oui. Oui, donc match qui m'a pas vraiment emballé non plus. La différence aussi, c'était qu'à l'époque, ils devaient clouer le cercueil au lieu de seulement fermer le couvercle. Ah oui, mais ça devait durer trop longtemps, hein. Déjà que le match il a duré 5 minutes, c'était 5 minutes de plus pour clouer le cercueil. Il fallait rembourrer avec un peu de temps. Oh oui. Mais pour en revenir à Shawn Michaels et Bret Hart, il faut préciser que c'était pour le championnat du monde. Et je crois que c'est la première fois que le champion du monde gardait son titre parce il y avait un précédent avec l'Ultimate Warrior et Hulk Hogan où c'était le challenger qui avait gagné. Et là en fait c'est Bret Hart qui gagnait, qui gardait son titre. Au grand plaisir de tous. De toute façon, il faut avouer que Shawn Michaels n'était pas encore prêt pour une ceinture du monde à l'époque. Ah, il y avait des petits prémices quoi. Enfin voilà, Survivor 92 ça a été vraiment c'était une alerte pour nous. Ouais, voilà, celui qui était le moins mémorable dans les 10 premières années, si on pourrait dire. Oh oui, tout à fait. Parce qu'après ils se sont un peu repris, hein. Oui, en 1993, on a eu un retour des combos éliminatoires. Oui, et puis on a eu même un comedy match. Mémorable celui-là. Oui, tu parles des, les quatre clones de clowns. Les Four Donks. Si je me souviens bien, à l'époque, c'était le vrai Dong qui avait défié Bam Bam Bigelow à un combat en disant qu'il y aurait trois partenaires. Oui, Mais au final, c'était arrivé où il n'y avait pas le vrai Dong. C'était Men on a Mission et les Bushwhackers qui avaient été déguisés en Dong. exactement. Parce qu'il me semble que Matt Bourne a été viré justement à cette époque-là, si je me souviens bien. Mais on l'avait vu ensuite un Dong sur l'écran géant qui avait ri de Luna Vachon et Bam Bam Bigelow. Exactement. Je sais pas si c'était Matt Bourne. Je sais pas. À Ouais. vérifier, à vérifier. Il y avait eu un autre combo aussi qu'on ne voyait pas habituellement avec une ceinture d'une autre compagnie qui était défendue. Exactement. Il y avait un partenariat en ce moment, enfin en ce moment, il y a quelque temps avec la Smoky Mountain Wrestling, excusez-moi du bafouillage, et la WWE, c'est plus facile. Mais est-ce que c'était parce que Jim Cornette était relié aux deux compagnies? Je pense, oui. Il y a eu pas mal de lutteurs de cette Smoky. Il y a eu les Heavenly Bodies, donc on parle d'eux justement. Il y avait les Rock'n'Roll Express. Mais je pense aussi qu'il y avait un certain Freddy Joe Floyd, un T.L. Hooper qui venait de là-bas. Oui, ils n'ont pas fait le long feu à la WWE, mais ça se peut qu'ils viennent de là. Est-ce que Skip, il pourrait être de là? Chris Candido? Il me semble, il y avait aussi le fameux Rad Radford. Alors d'après ce que j'ai lu, c'était le petit ami de Madonna dans sa gimmick. Crédible ou pas? C'était une autre discussion, hein. Oui. Enfin, c'est vrai qu'il y avait quelques petits catcheurs qui étaient venus de cette fédération. Donc sous l'entremise de James C. Cornette. Aussi, en 1993, on a eu le début d'une rivalité qui allait amener beaucoup de bons combats en 1994. Oui. Est-ce que tu sais de laquelle je parle? Ah, ça serait pas cette fameuse feud patriotique, Luger Borga, Yokozuna Taker. Ce serait Yokozuna Taker. Non. Non? Non. Ah, Bret Hart, Lower. Oui, oui, Exactement. exactement. Ouais. Bret Hart et Owen. Exactement. Parce que Taker Yokozuna aussi, ça avait un petit peu duré. Mais Bret Hart et Lower. Ça hmm. s'était attendu jusqu'à la fin de 1994 dans les deux cas entre Taker Yokozuna et Owen et Bret. Mais c'est vrai que pour une fois, j'avais apprécié l'émission Une famille en or, hein. Ça se passait sur un ring, c'était pas mal. La famille Hart contre les chevaliers. Mais au début, c'était supposé être Jiggy Lawler qui faisait partie des adversaires. Ah, je crois qu'il avait eu des petits soucis de justice. Il a un petit peu fauté, je pense. Oui, des problèmes, comment on pourrait dire ça? C'est le couverture. Bip, bip. Ouais. Mais au final, c'était Shawn Michaels qui avait pris la place avec trois chevaliers masqués. Oui, dont Greg Valentine qui était grimé en chevalier bleu, je crois, un truc quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais qui sont les deux autres? Alors il y a eu Horowitz et le troisième, je ne sais pas trop. Greg Valentine, c'est sûr, il y était, hein. Ça se voyait, ça se ressemblait. Oui, bon, on le reconnaît par le physique aussi. Parce que même avec Mais- un masque, il y en a qui ressemblent à leur vis-à-vis sans masque. Oui, Greg Valentine, ça, je suis convaincu que c'était lui. Exactement, oui. Pour les autres, il faudrait Ce que côté un peu nonchalant, ventru, c'était lui, hein. Jeff Gaylord, c'était le chevalier noir, Greg Valentine le bleu et Barry Horowitz le rouge. Barry Horowitz, oui. Lui, il fallait quand même le voir. Oui, ben déjà, je me souvenais plus qu'il était à la compagnie à l'époque. Je me souviens surtout de son passage en 1995-96. Exactement, oui.
Mais c'est vrai que d'une feud Hart Lawler, ça nous a préparé une match entre Hart et Hart finalement. Owen et Brett, c'est là que ça a débuté. Ça s'était un peu, comment je pourrais dire ça s'était calmé un peu pour le Royal Rumble en 1994 avant de reprendre. Et très bien repartir. Oui, parce que Brett voulait pas faire le relais avec Owen au Royal Rumble 94. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est lui qui voulait toute la gloire, puis Owen n'avait pas aimé. Il avait attaqué son frère Brett, puis ça nous avait amené un excellent combat à WrestleMania 10. Un des meilleurs d'ailleurs. Oui, comme un de mes combats préférés de WrestleMania. Puis aussi plus tard au SummerSlam dans le combat en cage. Exactement, oui. Que du bon, hein. Oui, les rivalités étaient vraiment longues à l'époque. On pouvait avoir des rivalités sur plusieurs mois au lieu de des rivalités claires, si on peut dire. Et puis à l'époque, Hogan avait été remplacé. C'était Lex Luger en fait qui jouait un peu son rôle. Oui, ben c'était la tentative d'en faire le nouveau Patriote. Il a même fait beaucoup de publicité avec son Lex Express, son gros autobus qui voyageait partout aux États-Unis. Avec un renfort de grande musique rock'n'roll. C'était du grand. Mais au final, ça a été plus un feu de paille. Ah oui, malheureusement. Mais je me demande ce qui aurait pas arrivé s'ils en avaient fait leur champion, parce qu'apparemment, il avait tourné une promo avant WrestleMania 10 où il y avait la ceinture avec lui. Les fans ne comprenaient pas parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'internet et tout ça pour lire les informations. Mais ils ont décidé de changer d'idée en ce moment-là et WrestleMania. Je pense que c'était dû à des fuites. Ouais, c'était dû à ces fuites d'ailleurs. Là encore, on ne saura jamais. C'est comme l'incident de Baltimore, c'est Syracuse, voilà. Syracuse, je sais pas pourquoi je confonds les deux. Aucune idée. Aucune idée non plus. Donc c'est vrai que 93, ça a bien repris, hein. Parce que 92, on était resté sur notre fin, et en 93... Ben déjà, le combat d'ouverture de 1993, je l'avais aimé, moi. Oui, tout à fait, oui. C'était dans la bonne tradition. Donc après, il y a eu 94 dans la même lignée. Oui, une autre bonne année, si on peut dire. Oui, une très bonne année, oui. Je crois que d'ailleurs, il y a un de tes matchs préférés, hein. Ouais, ben il y avait justement le combat d'ouverture de 1994 qui était les Bad Guys avec Reza Ramon, le 1-2-3 Kid, le British Bulldog et les Edge Shrinkers. Et ils avaient des noms d'équipe, ça claquait, hein. Oui, c'était intéressant aussi, ça ajoutait un peu plus à, comment je pourrais dire, l'ambiance du pay-per-view. Contre les Teamsters, qui étaient Diesel, Shawn Michaels, Jeff Jarrett, Owen Hart et Jim Neidhart. Autant dire que j'étais pour les Teamsters, moi. Moi, à l'époque, j'étais plus pour les gentils. Ah oui. Non, moi depuis 90, j'étais beaucoup heel. J'étais encore jeune en 1994, donc pour moi, les méchants, là, c'était... Ah, il est pas fin, je l'aime pas. On va le mettre sur le compte de la jeunesse, tout à fait. Non, parce qu'au fil des années, j'ai appris à aimer les heels aussi. Oui, c'est vrai que c'est des rôles de composition quand même, hein. Se faire détester, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Mais se faire aimer de la foule, c'est encore moins finalement. Alors c'est 94, une nouvelle catégorie de lutteurs faisait leur apparition sur ce Survivor Series. Les midgets. Ça nous avait amené à un combat avec Dunk et trois autres clowns contre Jig Lawler, puis... Et son équipe royale. Donc un autre comédie match. Finalement, ils y prenaient goût, hein. Oui, ben c'était quand même intéressant à voir, ben, en tout cas pour l'époque surtout. On voyait des combats que Dunk avait mis Ding sur ses épaules. Jig Lawler, il avait voulu faire la même chose, mais le contraire, il voulait monter sur les épaules de son partenaire. Exactement. Ça l'avait pas amené loin. Non, du tout. C'est vrai que bon, c'est des comédies match qui étaient bien à l'époque, c'était bien mené. Mais c'était dans l'ambiance. C'était un peu, voilà, c'était dans l'ambiance. Mais là, c'est vrai que je trouve que quand la WWE fait des comédies match, ça fait un peu bête, ça fait, comment dire, très puéril, je trouve. Tu me diras là, c'est pareil. Oui, ben, je sais pas, c'était peut-être un peu moins pire à l'époque. Je dis pas que tout ce qu'ils font aujourd'hui c'est mauvais, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus le taux pour faire des affaires plus tout public qu'aujourd'hui. Exactement. C'est vrai qu'à l'époque, moi, ces équipes de nains, ça passait bien. Mais Hans Hogan, moi, me fait pousser des boutons. Je peux pas. Déjà qu'on l'a vu dans toutes sortes de choses, plus ou moins étranges, il était le fils illégitime de Vince. Ouais, tout à Il fait. avait essayé de séduire, c'était qui? C'était AJ, je pense. Ouais. Il y avait eu le segment avec Carlito qui avait dessiné un trou dans le mur pour se sauver. Et c'est surtout le dernier vainqueur Cruiserweight. C'est le dernier qui a eu la ceinture. Ça finit mal, ouais. Pour bien dire qu'on tue cette catégorie. Pour en revenir en 1994, on avait aussi un combat, la serviette,
qu'on n'avait jamais vu avant dans un Survivor Series. Exactement. Une référence d'ailleurs à un match qui s'était passé avec Monsieur Bob Backlund. Oui, plusieurs années avant, je pense que c'était en 82, 81. C'était 83, je crois. 83, c'était un an avant que Hogan soit vraiment champion. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait abandonné. En fait, c'est son manager qui avait jeté la serviette pour le faire abandonner. Oui, tandis que cette fois-ci, c'était Owen Hart qui avait convaincu ses parents de lancer la serviette du British Bulldog qui lui était inconscient parce qu'il s'était assommé sur les escaliers. Exactement. Ce qui a donné que Backlund récupérait son titre quelques années après avoir perdu. Pas pour quelques jours seulement par contre. Quelques jours et quelques secondes. Ouais, 8 secondes. Exactement, 8 secondes, un record. Et certifié cela, hein. C'est pas comme King Kong Bundy et ses 9 secondes un peu bizarres qu'on durait un peu plus longtemps. Ouais, les 9 secondes qui étaient en presque une minute. Exactement, oui. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont essayé de faire croire que c'était 9 secondes. La foule s'est pas rendu compte que ça avait duré plus longtemps. Les gens n'avaient pas de cassette pour revoir, donc ils se sont fiés au livre. Mais bon, c'est vrai que 94 était quand même très bon. Oui, on a vu aussi Chuck Norris qui est apparu dans le main event Exactement, oui. pour donner une bonne volée à Jeff Jarrett. Ah, c'est moins aimé, mais bon. C'est, enfin, c'était surtout l'enterrement de Yokozuna. Oui, oui, c'était la vengeance du Royal Rumble. Exactement. Tout ça avait bien été mené. Et surtout un angle patriotique. J'ai trouvé ça un peu douteux quand même de casser le drapeau japonais et de le mettre dans la tombe. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça, avec du recul, j'ai trouvé ça quand même déplacé un peu. Surtout si ça avait été le drapeau américain, tout le monde se serait révolté, mais apparemment, ça passait pour ça. Exactement, comme se moucher ou mettre le drapeau canadien dans les naseaux. Ouais, C'est si douteux ça. ouais, ça aussi, ça, Shawn Michaels, ça me surprend qu'il est sorti du Centre Bell sans trop de problèmes cette soirée-là. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il a pas recroisé les militaires de Syracuse, je sais pas. Probablement pas. Si on passe en 1995, il y avait un combat que tu avais beaucoup aimé. Alors moi, 95, ça reste le Survivor Series de référence pour moi. J'avais super bien aimé. Alors déjà, je vais pas venir au match que tu veux faire venir, mais déjà le match d'entrée, c'était l'équipe avec Barry Horowitz. Je sais pas si tu as le nom des équipes, ça m'échappe un peu. Les Underdogs, Les Underdogs, donc les... qui étaient contre les Body Donnas. exactement. Et c'est vrai que là-dessus, c'est la première fois que je voyais autant de haute voltige, et en particulier un mouvement entre Skip et Marty Jannetty. C'était un power slam de la troisième corde. Et c'est Oui, vrai que c'est celui que Skip il était retombé en plein visage ensuite. exactement, ouais. Il y a eu des manœuvres, et puis le One Two Three Kid était très en forme aussi. Et il avait fait un heel turn. Parlant du One Two Three Kid, il était pas normalement supposé faire partie du combat. Même dans le magazine officiel de la compagnie, celui qui était annoncé, c'était Jean-Pierre Lafitte. Ah, le pirate des Caraïbes. Oui, exactement. Puis selon les histoires, c'était parce que Ted DiBiase avait donné de l'argent à Jean-Pierre Lafitte pour laisser sa place à One Two Three Kid. Donc on avait ça, mais officiellement, ça serait plus par un renvoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'invite les gens à re-regarder ce match et ils verront que le match n'a pas vraiment vieilli. Et c'était un petit match pour ouvrir le show. Non, ouais, ça commençait très bien en force, mais parlant de substitution, est-ce que tu savais que c'était pas le seul de ce combat-là qui avait été remplacé? Ah, c'est possible, je ne sais pas trop, j'ai pas trop en mémoire. Bob Holly devait pas faire partie du combat à l'origine. Ah, c'était pas le Avatar. Avatar. Ouais, celui qu'on allait connaître plus tard sous le nom de Liv Cassidy, puis encore un petit peu plus tard sous le nom de Al Snow. Bah, quelque part, on a peut-être gagné quelque chose, parce que sinon Avatar aurait peut-être duré et Olsnon n'aurait pas existé. C'est difficile à dire, hein. C'est difficile à dire, oui, c'est vrai. Ou on n'aurait pas eu de New Rockers. C'est seulement des théories, mais il y avait eu plusieurs personnages qui n'ont pas fonctionné pour lui non plus. Shinobi non plus, ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est un excellent lutteur pourtant lui, hein, mais c'est vrai qu'il n'a pas réussi à trouver la gimmick. Il a mis du temps, hein, parce que Liv Cassidy c'était catastrophique, hein. Oui aussi, puis c'est justement parce qu'après 3 gimmicks, il ne réussissait pas à trouver quelque chose avec lui qu'il l'a envoyé à la ECW, que la WWE finançait secrètement à l'époque, pour que Paul Heyman lui trouve une gimmick intéressante qui fonctionnait avec la foule avant de le ramener à la WWE. Et bingo, hein, il l'a trouvé. Et j'ai adoré.
Mais c'est vrai que 95, c'était. Si tu voulais me parler du dernier match, Oui, mais c'est- avant, on avait eu aussi rapidement un retour de la division féminine pour les combats éliminatoires. et très bon match en plus. Oui, ça s'est très bien passé, même si on connaissait pas 6 des 8 lutteuses. Il y avait beaucoup de japonaises. Oui, Euh, ben justement, c'était, je pense, une association avec la... C'était quoi? Est-ce que c'était la New Japan? C'était la New Japan, il me semble. Oui. Oui. Ils avaient une division par équipe qui a fermé un petit peu après. Et là, on a vraiment vu le meilleur du japonais. Donc Bull Nakano qui sévissait et puis Aja Kong. Oui, ben on a pu voir justement que les femmes étaient capables de faire des excellents combats, Et quelle contrairement femme! ouais, contrairement à ce que la WWE nous avait habitués au cours des années précédentes. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai qu'on parlait pas de diva à l'époque, hein, parce que Non. Bertha Faye n'était pas vraiment une diva dans les canons actuels. Ben déjà à l'époque, je me souviens qu'il y avait seulement 2 lutteuses, si on peut dire. Il y avait Alundra Blaze et Bertha Faye. Et Bertha Faye. Et Luna Vachon! Oui, mais elle, on la voyait pas lutter très souvent de mémoire. Non, c'est vrai qu'elle a été plus utilisée après, quoi. Ouais, dans le temps des ODTs. Exactement. Mais c'est vrai que le match féminin était très agréable aussi, par rapport à ce qu'on voit en ce moment. Alors donc, ce match par Survivor, là, qu'on a tant aimé, ce concept nouveau, la wildcard, ouais, Une idée de Gorilla Monsoon dans l'histoire. et une très bonne idée en plus. Voilà. Le principe, tu peux l'expliquer? Oui, ben c'était qu'il avait décidé d'inclure des ennemis ensemble dans les équipes. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir Shawn Michaels, Ahmed Johnson, Razor Ramon et une autre personne dans une équipe, on a eu Shawn Michaels, Ahmed Johnson, le British Bulldog et Psycho Sid. Donc, 2 amis, 2 ennemis ensemble. Exactement. Contre Yokozuna, Owen Hart, Dean Douglas et Razor Ramon. Razor Ramon était le seul face d'ailleurs de l'autre côté. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau du déroulement du match, c'était très intéressant. Et puis, ça a amené aussi beaucoup de dissensions de part et d'autre dans les équipes. Razor Ramon et Dean Douglas sont chicanés d'un côté. De l'autre côté, on a eu Psycho Sid qui avait pas aimé se faire éliminer. De la faute de Shawn Michaels. Exactement, puis c'était revengé par la suite. Exactement. Et puis on avait aussi un début de chicane entre Ahmed Johnson et Davey Boy Smith dans la même Oui, équipe. ouais, aussi. Et Yokozuna, bon bah lui il chicanait avec tout le monde. Mais vraiment un système très intéressant. Je crois qu'on l'a plus jamais revu, hein. De mémoire, non. Il me semble pas. Aussi, on était chanceux parce que le combat il a quand même duré très longtemps. Exactement. Presque une demi-heure. Enfin voilà, c'est 96. Nous, c'était le dernier match qu'on a vu en France. C'était le dernier pay-per-view avant d'avoir la WCW. Alors je sais pas pour toi, t'as dû avoir d'autres matchs. Ben, nous, la WWE est disparue en français en novembre 98. Eh ben nous c'était en 96. C'était Survivor Series. Puis nous, la raison officielle, c'était que la WWE voulait pas payer pour produire une émission francophone uniquement pour le Canada. Ah oui, bah ils l'ont fait pour la France aussi. Mais bon, là, c'est vrai que c'était dommage parce que nous, on a fini avec ce pay-per-view et il était très bien. Il y avait eu quand même plusieurs combats très intéressants comme Bret Hart et Steve Austin, même si c'était pas un combat éliminatoire, c'était quand même un combat très intense qui allait amener à une année 97. Exactement. Et moi, je trouve d'ailleurs que c'est le match entre les deux, c'est le meilleur pour moi. Techniquement parlant, Austin n'était pas blessé, il était encore bien libre de ses mouvements et c'est vrai que le match était très bien. Oui, c'était avant sa blessure au cou. Exactement. Et là, il luttait convenablement avec un finish qui ressemblait un petit peu. Je sais pas si tu te souviens du match entre Bret Hart et Piper en 92. À WrestleMania Où 7, Bret je Hart. pense. Ouais, voilà, c'était quelque chose 8, comme ça, oui. Oui, ok. WrestleMania 8, exactement. Où il retourne le finish de Austin ou de Piper. Et en fait, il fait le tomber grâce à ça. C'était exactement la même configuration. Oui, la même chose, mais ça a fonctionné aussi bien pour la foule. La Exactement. réaction était aussi bonne. Et c'était le retour de Bret Hart après quelques mois d'arrêt. Oui, avec ce qui s'était passé à WrestleMania 12, il avait pris Exactement. une pause pour rester avec sa famille, puis il était revenu au Survivor Series. C'était une feud qui avait été menée très intelligemment en fait. On n'a pas eu de match entre les deux, mais plein d'affrontements, de verbaux. Oui, puis ça avait quand même été bien fait, même s'il n'y a pas eu de confrontation physique, c'était quand même réussi. Le monde attendait le combat pour voir ce qui allait arriver. Ça permet justement de pas avoir essoufflé la feud entre les deux. C'était nouveau et c'est vrai que c'était bien.
Si je me souviens bien, parce que New York, c'est une ville qui aime beaucoup les îles, Bret Hart, c'est un peu l'exception encore à cette époque-là. Il était quand même acclamé. Oui, Contrairement à Shawn Michaels et Sid, où c'était Sid qui avait l'air d'avoir une innovation. ouais, c'était le grand. Bon, il n'était pas vraiment méchant à l'époque, mais c'était plus le grand costaud qui l'emportait. Ouais. Alors par contre, au niveau des nouvelles têtes, on en a une nouvelle et pas des moindres. Tu parles de Doug Furness et Phil Lafont. Eh bien, bingo, c'est vrai. Il a un peu éclipsé The Rock, qui s'appelait Rocky Maivia. Oh, on n'entend plus parler de lui, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il est Euh, devenu. il me semble qu'il tourne des films, des petits films pour Disney ou je sais pas trop quoi, mais des trucs de seconde zone. Ouais, des petits films indépendants. Oui, des petits films indépendants. Des polars ou des trucs psychologiques, il me semble, hein. C'est tout à fait ça, je sais plus trop. Ouais, ou des faits vécus. Et des faits vécus, oui. Mais c'était quand même si à l'époque, il a pas fait beaucoup d'impression, ça n'a pas été long qu'il a pris ça à son avantage pour créer le personnage du Rock. Oui, c'était long hein, quand même. Parce que tu te souviens à l'époque ce que la foule lui criait. Oui, même jusqu'à dire qu'il meurt. Ouais, c'était pas très gentil. Il y a des limites à pas aimer quelqu'un. Ouais, tout à fait, mais là c'était du lourd là, hein. Mais Furnas et Lafont, c'est vrai qu'ils nous avaient fait un premier match très impressionnant. Oui, ben on aurait pu croire qu'il y avait un avenir prometteur, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont disparu pas longtemps après, hein. Oui. Pourtant l'alchimie avec Owen Hart et Davey Boy Smith, ça donnait des sacrés matchs, hein. Pas duré longtemps, mais c'est vrai que on a eu des nouvelles gimmicks aussi pendant cette période-là, hein. Des nouvelles gimmicks pour Crush, pour The Stalker. On a eu des trucs assez lourds hein, à l'époque. Oui, puis il y avait aussi un invité mystère des années 80 qui était revenu. Oui, qui était intronisé à cette année-là au Temple de la Renommée, Jimmy Snuka. Je dis heureusement que c'était pas Freddy Blassie à l'époque, hein, parce que s'il fallait le mettre dans le match, on aurait eu du Ça n'aurait mal, pas hein. marché. Ah oui, tout à fait. Puis il y avait aussi un combo éliminatoire en 1996 qui était un peu conventionnel, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Alors, je ne vois pas trop. Il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Celui où aucun gagnant n'avait été déclaré. Ah bah c'est celui avec Snuka, tout à fait. Est-ce que c'était le même combo qui avait le faux Diesel et faux Razor Ramon? Non, je Non. pense pas. Ça devait être les vrais. On m'a pas dit que c'était des faux. On te l'a pas dit? Ah, tu t'es sûr? Parce qu'ils ressemblaient beaucoup, hein. Oh, pas plus que ça, non. Non, c'est vrai que blague à part, c'était. Quand j'ai vu Jim Ross introduire les deux là, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Mais au début, il avait dit qu'il les ramènerait, puis on était passé à une publicité, si je me souviens bien. Donc, moi, j'avais hâte que la publicité se termine parce que j'avais hâte de les revoir parce que j'avais pas la WCW à l'époque. Idem. Je savais pas qu'il était rendu là. Donc, quand il a annoncé qu'il revenait, moi, j'étais content parce que je les aimais. Quand je les ai vus, c'est pas eux autres du tout. Oui, et puis Diesel ressemblait à un ancien dentiste. C'était bizarre. Monsieur Isaac Diesel. Mhm. Isaac Yankem. Yankem, oui. Ouais. C'est vrai que l'autre, par contre, je le connaissais pas. Je pouvais pas savoir Non, qui c'était. non, l'autre, c'était un lutteur canadien. Ah, bah non, il respirait pas le machisme. Ça pouvait pas marcher. Pas du tout pas de la même façon, non. C'est pas le même climat, donc le machisme, ça marche pas. Mais est-ce que tu as remarqué que les plans de caméra essayaient d'être le plus discret possible pour pas qu'on les voit bien? Oui, tout à fait. Mais c'était un peu loupé, quoi. À la limite, je trouve que l'Undertaker, le double, lui ressemblait plus. Oui, oui, ça aussi, je trouvais. Si on les voyait pas côte à côte, on aurait presque pu tomber dans le piège. Bah d'ailleurs, il me semble, c'était Brian Lee et je crois qu'il a des liens de parenté avec l'Undertaker. Peut-être un cousin, quelque chose comme Ça ça. explique la raison aussi. Parce que Exactement. trouver un sosie de l'Undertaker, c'est pas évident non plus. Non, c'est sûr. Si on passe en 1997, on avait vu un événement qui a fait parler, même encore aujourd'hui. Ah oui, rafraîchis-moi la mémoire. C'était... Ben, c'est- ça a commencé avec certains différends contractuels qui ont mené à on respectera pas ta clause de contrôle créatif. C'était des histoires de Mm. chantage. Ouais. Apparemment de fonds qui n'étaient pas suffisants pour respecter le contrat de 20 ans que Brett avait signé l'année d'avant. Et au final, on avait eu le fameux Montreal Screwjob. Eh oui. L'international incident. Ça a pris plusieurs années avant qu'on ait de nouveau une émission de télévision ou pay-per-view filmé de Montréal aussi.
Oui. Ils se sont fait discrets par la suite à Montréal. Ah, ils avaient peur peut-être que les Québécois n'aient pas oublié, et une rancune, et que le comité d'accueil soit pas bon. Possible aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, Bret Hart il était détesté partout, sauf au Canada ou aussi en Europe. Et c'est vrai que ça avait très mal fini. Mm. Mais pourtant, c'est dommage qu'on soit focalisé que sur ça. Parce qu'il y a quand même eu quelque chose d'intéressant. Ça s'appelait la guerre des gangs. Il y a quand même eu quelque chose, une évolution. C'était l'intronisation de tous ces Oui, il y en gangs. avait beaucoup de clans à l'époque, en 1987. Il y avait la Truth Commission, on avait les Disciples of Apocalypse, il y avait la Nation of Domination, il y avait Los Boricuas. Il y avait aussi, il y avait la DX qui commençait, les New Age Outlaws. Il y a eux autres qui avaient été recrutés, je pense, pas longtemps après WrestleMania 14. Oui. Mm. Et c'était surtout un segment avec une team Canada et une team USA. Ouais. Donc avec pendant très longtemps la nouvelle Art Foundation, qui avait été très efficace d'ailleurs. Oui, ben ça avait quand même réussi très bien parce que déjà on avait un retour de Jim Neidhart dans les clans. Si on aurait pu avoir Brian Pillman plus longtemps, s'il n'aurait pas eu la malchance de décéder, je pense on aurait pu avoir quelque chose de différent aussi. Exactement. Et ils avaient intégré d'ailleurs Lafont et donc Furnas aussi, très brièvement. Ouais, probablement parce Phil Lafont représentait le Canada. Parce que Doug Furnas, il était américain, je Et il pense. est américain, ouais. Mais bon, c'est vrai que on avait quand même toujours notre système de match par élimination. Et donc ce match mémorable. Celui d'Austin Owenart était pas mal aussi. Un peu court. Oui, ben c'était un peu court justement pour protéger sa blessure au cou, je pense. Oui, tout à fait. C'était pas encore très bien remis. Mais ça avait permis quand même d'avoir à Austin sa revanche. Pour gagner le titre aussi, je pense. Oui, aussi, oui. Le titre qu'il aurait peut-être pas dû perdre, je pense. Enfin, je ne sais pas. Euh, ben on l'avait pas retiré parce qu'il était blessé. Ah, je sais plus trop. C'est vrai qu'on nous on suivait plus trop la WWF à l'époque. Parce que je me souviens bien, au moment de sa blessure au SummerSlam, il était le champion intercontinental. Ah oui, exact. La ceinture lui avait été retirée justement parce qu'on savait pas combien de temps qu'il devrait rester loin des rings parce que c'était quand même une blessure au cou, il avait paralysé temporairement. Très impressionnant quand Mais même. De un retour un peu rapide, je trouve, pour une blessure de ce genre-là. toute façon, il s'en est jamais remis, Non, hein. il a jamais été paré sur le ring après. Non, c'était beaucoup coup de poing, coup de pied, extérieur du ring. C'était du catch que j'aimais pas trop. Non, c'était probablement la même chose pour moi aussi, surtout si on avait connu un peu ce qu'il pouvait faire avant. Ah, par contre, il y a un truc qui m'a vraiment choqué justement après le Screwjob. Je pense que c'était un Raw après. Et c'était Shawn Michaels et Triple H qui introduisaient Bret Hart. Et au lieu d'avoir Bret Hart, c'était un midget. Mhm, avec un masque de E- Brett. Exactement. C'était pas de bonne guerre, je trouve, hein. Non, ben déjà que la Brett venait de se faire envoyer en direct à la télévision, après que son contrat n'ait pas été respecté, je trouve que c'était peut-être un peu poussé. Oui. Enfin, c'était vraiment la guerre, là. Alors maintenant, on passe de 98. On en avait parlé brièvement. Oui, le fameux tournoi. C'était un soir uniquement pour un tournoi qui nous a fait voir certains combats qui étaient, comment je pourrais dire ça, extrêmement rapides. Oui, c'est entre un Big Boss Man et The Rock. Oui, qui a duré 3 secondes seulement. 3 secondes, oui. Ou Mankind contre Dwayne Gill qui avait duré 30 secondes. Ah, ça avait été grandiose, ça, Dwayne Gill. Un Le grand retour. futur Gilbert. Gilbert, oui. C'est vrai que c'était sympa de remettre un jobber comme ça au goût du jour. Oui, surtout qu'il n'était pas annoncé, je pense. Non, il n'était pas annoncé. Puis il avait complètement disparu de la circulation. Je me souviens de lui dans les Superstars, mais Oui, dans les années 80, c'était le jobber de luxe. exactement, oui. Un peu le Barry Horowitz, mais Le des années Barry 80. Horowitz, oui, tout à fait. Le Brooklyn Brawler. Oui, aussi. Mais bon, c'est vrai que 98, on n'en retira rien au niveau du concept de Survivor Series finalement. Non, ça a complètement été balayé de la carte pour la soirée, ce qui est un peu dommage aussi. C'est vrai que ça aurait pu donner quelque chose de bien hein, avec la feud Austin McMahon, une équipe Austin, une équipe McMahon. Euh, C'était quelque chose qui aurait pu bien fonctionner. Oui, il y aurait eu du travail à faire avec ça. Exactement. Surtout qu'il y avait le Bossman qui était avec McMahon. Oui, ben à l'époque, il y avait sa corporation, je pense déjà. Il y avait Ken Shamrock, le Big Boss Man, il y avait Test. Il y avait des choses à faire, je pense.
Mais une autre occasion ratée, je pense qu'il était pressé de déterminer un nouveau champion. Oui. Donc c'était The Rock. À la suite d'un nouveau Screwjob. Et oui. C'était pas original de le faire 2 années de suite, mais ils ont décidé quand même de le faire. Ouais, c'était un peu redondant. Bah, après, de toute façon, 98, il y a quand même eu un retour. Un retour en grâce en 99. Il y a eu quand même 3 matchs. Mais là, on voit déjà que ça commence à baisser. Il y avait 4 ou 5 combats de Survivor Series à des combats éliminatoires, mais des combats aussi très courts. Il y en avait un par élimination, un handicap. Big Show contre 4. Je crois qu'il avait duré que 2 minutes. Même pas d'après les statistiques, ça serait 1 minute 26. 1 minute 26, oui. Donc, pas d'intérêt finalement. Quand même 1 minute 26 pour vaincre Big Boss Man, Prince Albert, Mideon et Viscera, qui sont quand même 4 poids lourds. C'est quand même très rapide. Enfin, moi, j'aime pas trop ce principe-là. C'est vrai que ça rend faible des grands gars. Ça décrédibilise vraiment ces lutteurs, je trouve. Ouais, ouais, surtout un combat 1 contre 4 handicap, aussi vite, c'était pas une bonne chose pour eux. Surtout qu'on avait quand même Big Boss Man qui était pas n'importe qui non plus. Viscera, on l'avait connu un peu sous le nom de Mabel quelques années avant. Et bah, ils avaient quand même, ils avaient bien fonctionné et c'est vrai que leur retour n'a pas été très très prolifique, hein. Non, non, c'est pas dans les mémoires. Il y avait un match homme contre femme en plus. Ouais, avec Chyna et Chris Jericho. Non seulement ça, mais c'était pour la ceinture intercontinentale. Et à noter un autre début. C'est vrai, c'est vrai. Je te donne un indice. Celui qui suivait la règle des 3 I. Exactement. Intégrité, intensité, intelligence. Et voilà, donc Monsieur Kurt Angle. Donc quand on pense qu'il y a The Rock, The Undertaker, Kurt Angle, le Glockedy Coker, ça fait quand même des sacrés lutteurs. Bon, il y a peut-être un intrus dans ce que j'ai dit. Oui, il y a des tâches dans Mais le... c'est vrai que 99, bon, moi j'ai pas de grands souvenirs parce que là, c'est pour moi, c'était vraiment WCW. Donc j'ai un peu regardé ça d'un œil distrait, des extraits. 1999, c'était pas une année que j'ai trouvé très mémorable, personnellement. Bah, d'ailleurs, il y a un match par élimination où le seul survivant, c'est Hardcore Holly, ça veut tout dire. Oui, surtout que Hardcore Holly, ou même lorsqu'il était Bob Holly, c'était pas une habitude des pay-per-view, puis même lorsqu'il était en pay-per-view, c'était souvent le perdant. Mais là, depuis qu'il avait son attitude hardcore, il s'était racheté un petit peu une, comment dire, une renommée. Oui, ben, ça a tout changé pour lui, parce qu'il avait essayé aussi, c'était la gimmick avec Bargun, les New Metnet Oui, Express, qui n'a pas fonctionné non plus. non, c'était pas très efficace pas très malin de refaire une équipe comme ça qui avait rien à faire. Par contre, les matchs à élimination, je dois dire jusqu'à présent, les matchs duraient grand maximum 23 minutes. Et là, finalement, c'était même pas un quart d'heure. Non, même que le plus long combat éliminatoire qu'il y a eu ce soir-là, je pense que c'était... 9 minutes, oui. c'est très court. C'est très très court. Donc c'est vrai qu'on se félicite qu'il y a encore des matchs par élimination, mais ça devient plus en plus court. Surtout quand on pense qu'il y a quand même lieu de personnes, voire 10 dans le combat. C'est moins d'1 minute par personne, presque. Ça fait un peu foire. C'est les gens qui passent comme ça. Mais ça donne l'impression que ça a été fait pour se débarrasser. Un peu, oui. On va vous en présenter, mais ça va être un après l'autre, puis on se débarrasse, on passe au prochain combat. Et il y en a qui mettent 2 heures à mettre leur costume et ils viennent sur le ring et 1 minute, tu t'en vas. Ça vaut pas la peine de prendre une douche. Exactement. Mais bon, c'est vrai que là, ça commençait un peu à décroître. En 2000, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Non, c'est pas mémorable non plus du tout. Il n'y a que 2 matchs traditionnels en 4 contre 4. Ah, c'est ça qu'on a oublié de dire. C'est que les premiers matchs étaient en 5 contre 5. Et ça a fini par glisser en 4 contre 4. Un roster plus mince, peut-être. Peut-être le fait que certains soient occupés pour des matchs en simple. Ouais. Donc 2000, les années 2000, il n'y a pas grand-chose. 2001, on peut dire qu'on peut s'en souvenir vu au fameux combat pour déterminer qui la WCW ou la WWE allait rester en place. Ah, le seul match par Ouais. élimination, mais mémorable. Moi, c'est un de mes préférés. Mais c'est un des plus longs aussi. C'est le plus long. 45 minutes. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Et surtout quand on sait que ce qui en découlait, soit c'était donc l'Alliance qui gagnait ou Monsieur McMahon. Mais personnellement, je sais pas ce que j'aurais préféré voir. Est-ce que j'aurais aimé mieux voir un combat qui aurait pu terminer sans vainqueur pour pouvoir faire la division WCW
et WWF au lieu de Raw et SmackDown. Mais moi, surtout, mon regret, je trouve que c'est arrivé trop vite. Oui, aussi. C'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Survivor Series a mis fin à tout ça alors qu'il y avait plein de choses à faire. Et aussi, ça aurait pu être plus important s'il aurait réussi à racheter les contrats, par exemple, de Steiner, Goldberg, Bischoff, Nash, Hall, Hogan. Toutes des personnes qui sont arrivées après l'invasion au lieu d'arriver pendant. Ça aurait pu changer toute l'histoire Oui. au grand complet plutôt que d'avoir juste des mid-carters pour défendre la WCW. C'est sûr, mais il avait quand même un main eventer, DDP. Mais il faut voir ce qu'il en a fait. Oui, mais à la WWE, il n'a jamais vraiment été main eventer non plus. Non, pourtant, il était bien connu. Hein. Oui, mais malheureusement, il faut croire que pour la WWE, ce qui est main eventer ailleurs, une fois arrivé à la WWE, il leur montre t'es rien ici, t'as tes preuves à faire, on recommence à zéro. On avait quand même une bataille royale pour nous consoler aussi. Ça avait quand même son importance, c'était l'humilité. Justement, pour si un des gars perdait enfin, si un des camps perdait, celui qui était dans ce camp-là, qui avait gagné la bataille royale, avait l'immunité. Il ne se faisait pas virer ou alors n'avait pas le droit au Kiss My Ass Ce qui Club. est quand même une belle récompense. C'est pas rien. Alors ensuite, Patatras 2002, il n'y a pas de match par élimination. Disons qu'il y a un concept qui va être inventé, qui sera un peu un pseudo Survivor Series, c'est l'Elimination Chamber. Oui, ce qui était principalement la raison pour laquelle j'avais commandé le pay-per-view à l'époque. Il faut dire que c'était très alléchant. Hein. Mais c'est vrai que c'était plus du tout du Survivor Series. Non, la seule chose qu'il y avait, c'était l'élimination, mais c'est pas la même chose du tout. Il n'y a pas de concept d'équipe. Il y avait aussi le temps d'attente avant que un lutteur entre, ça pouvait être jusqu'à 20 minutes, parce que c'était des intervalles de 5. Et c'était le grand retour de HBK en plus. Avec un pantalon assez douteux aussi. Oui, très marron, je crois, quelque chose comme ça. Ça ressemblait pas du tout à ce qu'on était habitué de voir de lui. Non, du tout. C'est vrai On qu'il aurait dit, j'ai oublié mon pantalon chez nous avant de partir, je vais essayer d'en faire un à la table de couture avant le pay-per-view. exactement. Ouais, il a dû piquer le pantalon à Kali, je sais pas, c'était aussi douteux de ça. C'était un espèce de marron bizarre. Le marron Mankind, Peut-être c'était son pantalon aussi. difficile à dire. Mais bon, c'est vrai que il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un Elimination Table Match, mais c'est pareil, on pouvait pas dire que c'était un Survivor Series. Non plus. Puis j'ai jamais aimé les matchs hein, avec les tables, avec tous ces. Je suis pas très hardcore moi finalement. Donc les combats japonais deathmatch, ça serait pas pour toi. Non, 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 je préfère quand ça se déroule sur le ring, même s'il y a des échelles, des trucs comme ça, j'aime bien, mais après, j'aime pas trop tout ce qui se déroule en dehors du ring. Est-ce que tu te qualifierais plus comme un fan de Cruiserweight ou de technique? Un des deux, les deux, j'aime bien quand il y a un mélange des deux, mais surtout pas de hardcore. Enfin, ça, c'est une question de goût. Hein. Je sais il y a des gens qui apprécient le hardcore, mais c'est vrai que moi, faire croire que un couvercle de poubelle qui est aussi épais qu'une feuille d'aluminium fait mal, ça prend pas. Ouais, même quand que les panneaux stop plient en deux, ça fait étrange un peu. Exactement. Oui, des fois, c'est un peu douteux. Ou les tables qui tiennent même pas. Tu pourrais même pas poser une bouteille, elle s'éclaterait d'elle-même. Je sais pas qui a confectionné ces tables, mais moi, j'en veux pas pour le pique-nique. Ils l'ont fait en bricolage, en papier mâché. Non, c'est surtout ça que je déplore dans le hardcore, c'est que les ustensiles sont pas assez crédibles, quoi. Donnez-nous des vrais barbelés, C'était pas Mick Foley, apparemment, qui tenait à avoir des vrais barbelés dans ses combats contre Triple H. Ah oui, mais ça, Mick Foley, c'est cas spécial là-dessus. Oui. Quoique des fois, on a des surprises avec les tables, hein. Hardcore Oli peut pas en dire le contraire, hein. Ouais, ça avait coupé beaucoup. C'était... Oui, parce qu'en fait, l'armature autour de la table était quand même plus costaud que la table elle-même, donc. Mais il y avait faut le donner ça, il avait terminé le combat quand même. Exactement. Enfin voilà, c'était ma parenthèse hardcore. Comme il y a un table match, il fallait que j'en parle. Je n'aime pas le hardcore. Donc, merci d'avoir fait ce premier podcast pour Ring de Bell avec nous. Eh ben, c'était un plaisir. On reviendra avec plaisir. Oui, donc, merci de nous avoir écoutés. Je remercie aussi. Et comme dirait Monsieur Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Salut. Salut.